Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Élu député du NPD le 2 mai 2011, il s'était également présenté à la direction de son parti suite au décès de M. Jack Layton. Il se retire de la course pour des raisons déjà connues. Également, en mai dernier, soit en 2011, il accède au cabinet fantôme de l'opposition officielle comme porte-parole en matière de ressources naturelles, dossier qu'il a eu souvent à traiter au cours de sa carrière. Alors, mesdames et messieurs, le député du NPD dans Abitibi, Baie-James, Nunavut et You, M. Roméo Saganache. M. Saganache, bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment d'avoir accepté cette invitation, M. Saganache, et de vous être déplacé de Val-d'Or à venir dans nos studios à Macamic. Et je dois vous dire que c'est un honneur pour moi que de vous recevoir en entrevue. Ça me fait plaisir d'être ici. Monsieur Saganache, même si cela fera bientôt un an, moi je tiens à vous féliciter pour votre victoire du 2 mai dernier. Est-ce que c'était une victoire attendue? Parce qu'on ne se présente pas en politique avec un dossier comme vous aviez et que vous avez encore, sans avoir au moins l'espoir de remporter cette élection. Pour vous, vous aviez espoir de remporter cette élection. Et dès les premiers instants de mon arrivée à Val-d'Or, parce que c'est la première place que j'ai fait après mon annonce, que j'ai fait le 31 mars, et le 1er avril, j'arrivais à Val-d'Or. Okay. Et dès les premiers instants dans la ville de Val-d'Or, j'ai senti... Vous avez senti J'ai senti la façon que les gens m'abordaient, la façon qu'ils m'arrêtaient, la façon qu'ils me parlaient et le plaisir que ça leur faisait que je me présente. Enfin, parce que ça faisait longtemps qu'on me courtise. Ouais, Par plusieurs parties, d'ailleurs. On va en venir Donc, sur ça, oui. Mais j'attendais que mes enfants grandissent avant de me présenter. Oui, parce qu'on n'est pas souvent à la maison lorsque nous sommes un député, que ce soit fédéral ou provincial, peu importe. On n'est pas... Le domaine familial, on est obligé de le délaisser un peu à regret, mais on a un choix à faire à ce moment-là. Alors, c'est pour ça que j'ai attendu jusqu'à l'année passée. Mais autrement, ça fait plus de 25 ans que je fais ce que je fais. Je roule ma bosse depuis 25 ans. Donc, depuis que vous êtes élu, je vous ai suivi aussi beaucoup. Puis j'ai été sur Internet aussi voir ce que vous aviez fait avant. On va parler aussi tantôt de la Paix des Braves, entre autres, que vous avez été un acteur de premier plan dans cette Paix des Braves. Monsieur Saganache, on m'a dit, et je pense avec raison, que vous avez été déjà approché par plusieurs autres partis, autant sur la scène provinciale que sur la scène fédérale. Pourquoi avoir choisi le fédéral et pourquoi avoir choisi le nouveau Parti démocrate? C'est une très bonne question. Une très bonne question. Je pense que l'exposure, si je peux me permettre le mot, que ça donne au niveau fédéral est plus important qu'au niveau provincial, je pense. Et en ce sens que tu peux ratisser plus large au niveau fédéral que provincial. Donc, dans ce sens-là, c'est ce qui m'a attiré au fédéral, parce que, bon, les questions que j'ai traitées au Québec depuis plus de 25 ans, on les retrouve également ailleurs au pays, que ce soit les questions autochtones, que ce soit les questions environnementales, que ce soit les questions de développement des ressources, que ce soit nos relations avec les Autochtones. Tout ça, on les retrouve, tous ces défis, on les retrouve à travers le pays aussi. Donc, je pense que j'estime en fait que je peux contribuer au niveau national sur ces questions-là. C'est d'ailleurs, je pense, la raison pourquoi M. Layton m'avait accordé le dossier porte-parole dans les ressources naturelles. Il savait mon expérience dans ce domaine. Il sait à quel point j'estime important les ressources naturelles de ce pays. On a la chance au Canada d'être pourvu d'énormes ressources. On est riche en ressources. Oui. Donc, dans ce sens-là... Mais il faut les protéger. Voilà. C'est un dossier qui était tellement important, autant sur le plan environnement que sur le plan de développement économique des régions. Voilà. Et donc, j'ai trouvé que c'était un honneur
qu'on m'ait accordé cette chance de pouvoir travailler dans ce dossier-là. Monsieur Saganesh, on a parlé justement là, de ressources. Alors, dans ce très lourd dossier des ressources naturelles, vous aurez à suivre de près l'exploitation des sables bitumineux dans l'ouest du pays. Des deux litiges en cours entre Québec et Terre-Neuve, soit le gisement de pétrole Old Harry et le financement fédéral d'une ligne électrique sous-marine entre Terre-Neuve et la Nouvelle-Écosse. Comment allez-vous gérer ce dossier-là? Mais d'abord, sur les sables bitumineux, on en a parlé longuement depuis que nous sommes arrivés à Ottawa. Donc, ce qu'on trouve déplorable dans la situation actuelle, c'est qu'on finance à gros prix cette industrie, d'une part. On exporte le pétrole brut à l'extérieur du pays, donc on exporte également des jobs, ce faisant. Donc, et on a tendance à oublier toute la dimension environnementale de ce dossier-là. Parce que la dette environnementale qu'on va laisser derrière, pas uniquement pour nous, mais pour les générations à venir, faut prendre en considération dans le prix qu'on doit payer cette exploitation-là. Donc, on doit pour utiliser un anglicisme, revisiter tout le dossier en entier. Old Harry est un projet qui également qu'on doit surveiller de près parce que c'est un dossier. Outre l'aspect frontalier de ce dossier-là qui n'est pas clair, on ne sait pas si... Il y a beaucoup de choses obscures dans ça, beaucoup. Donc, on n'est pas certain si de côté Québec ou... En tout cas, il y a cette dimension-là dans tout ce dossier-là, mais également la préoccupation des gens. C'est un projet qui comporte des risques. Ça peut toucher, mais ça touche en fait 5 provinces. Ça touche au-delà de 400 communautés côtières qui dépendent de la mer, de l'océan, en termes économiques. Donc, ils ont tout à fait raison de demander une évaluation environnementale complète de ce projet-là. Donc, c'est important de prendre toutes ces choses-là. Pendant la campagne, la course à la chefferie, je mentionnais souvent qu'il n'y a pas seulement la dimension création d'emplois et économique qu'il faut considérer dans les projets, mais aussi l'environnement et les gens, l'avenir des gens. Donc, il y a cet aspect-là. Pour le projet de ligne sous-marine, je pense que ce qui est important dans tout ça, c'est qu'on se doit d'encourager, et je pense que Jack Layton a appuyé ce projet-là à l'époque de la dernière élection, a appuyé le projet, en ce sens que c'est important d'encourager l'énergie verte au pays. Et donc, ce qui va être bon en termes environnementaux pour les provinces maritimes va être bon également pour le Québec et le Canada. Exactement. Et donc, dans ce sens-là, on l'a appuyé. Dans la mesure où le fédéral a appuyé sous forme de prêt ce projet-là, je pense, nous estimons que le même traitement doit être donné à d'autres provinces si s'en vont dans des projets de cette importance. Monsieur Saganesh, avez-vous peur pour nos ressources naturelles, ce que l'on va léguer à nos petits-enfants et même à nos arrière-petits-enfants? Est-ce que ça vous fait peur? Ce que j'estime important dans le dossier de développement des ressources naturelles, c'est que ça se fasse de façon correcte, que ça se fasse de façon responsable et viable ou durable. C'est ça qui est important. Parce qu'il faut vraiment prendre en considération ce qu'on va léguer, justement, aux générations à venir. Et ce qui me fait peur, c'est que c'est des compagnies étrangères qui viennent au pays, chez nous, au Québec, et qui exploitent nos ressources et qui partent avec leurs ressources brutes à l'extérieur du pays. On amène nos arbres ailleurs pour nous revendre les meubles ici. Exactement. Ça ne devrait pas marcher comme ça. C'est vrai, et vous avez 100% raison. D'ailleurs, on va revenir un petit peu plus loin avec le plan Nord, justement, parce que ça touche le plan Nord, même si c'est un sujet provincial, mais je sais que le fédéral est très, très près aussi. On sait que M. Thomas Mulcair, à qui vous avez donné votre appui lorsque vous avez démissionné de la course à la chefferie, est maintenant devenu, à la fin mars dernier, le nouveau chef du NPD.
et par le fait même le nouveau chef de l'opposition officielle à Ottawa. 2 questions sur ce sujet. La première, les répercussions de cette victoire pour le Québec versus l'Ontario et l'Ouest canadien. Je pense que M. Mulcair, avec toute son expérience politique, j'ai souvent dit, et je le répète, c'est un des meilleurs parlementaires que nous avons en Chambre présentement à Ottawa, tout parti confondu. Donc, c'est un des meilleurs en Chambre. Donc, malgré le fait peut-être qu'il n'était pas aussi connu à l'extérieur du Québec avant son élection, je pense qu'il va contribuer à une meilleure relation entre le Québec et le Canada. Parce qu'il ne faut pas oublier que lorsqu'on considère les chiffres et le nombre de membres au Québec versus le reste du Canada, dans le fond, c'est le reste du Canada qui a élu Thomas Mulcair. Donc, dans ce sens-là, je pense qu'il comprend très bien le Québec, il comprend très bien la dynamique fédérale provinciale également, avec toute son expérience. Je pense qu'on va pouvoir faire des avancées pour le Québec avec le reste du Canada pour les prochaines années. Avec l'Ontario et l'Ouest canadien surtout. Oui. Et comme deuxième question sur cette élection de M. Mulcair, est-ce que ce dernier a été élu pour garder les acquis au Québec des 59 députés du NPD? On n'a pas voulu enlever les acquis, on veut garder les acquis chez nous. Est-ce que son élection a été un peu pour ça? Je pense que tout le monde a compris cet aspect-là pour le prochain chef. Je pense que la plupart, en fait, tous les candidats à cette course à la chefferie trouvent cette question-là d'une importance capitale pour les prochaines élections. On doit non seulement garder les acquis que nous avons, mais continuer à bâtir. Continuer à bâtir. Je pense qu'il va y avoir 78 sièges aux prochaines élections. Il va y en avoir 3 additionnels depuis on va passer à 338, si ma mémoire est fidèle. À peu près, Donc, c'est important. Mais aussi, vous savez, il y a 40 de la population qui n'a pas voté ou des électeurs qui ne se sont pas montrés au bois de scrutin. 40 c'est énorme. C'est beaucoup. Il y a beaucoup. Donc, c'est plus de gens qui n'ont pas voté que des gens qui ont voté pour le Parti conservateur. Donc, il y a cette dimension-là qu'il faut considérer pour la prochaine élection. Comment comprendre pourquoi les gens ne votent pas? Pourquoi ne participent pas au processus démocratique? C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Donc, le Québec, il y a cette 40 qui n'ont pas voté. Il y a les communautés autochtones à travers le pays, et je les ai fait, beaucoup de ces communautés autochtones à travers le pays lors de cette course à la chefferie. Et c'est une partie de la population qui ne vote presque pas aussi. En moyenne, 25 à 30 C'est vrai. Autant provincial que fédéral. Donc, il y a cette dimension-là aussi, il faut aller. Je répétais sans cesse durant cette course à la chefferie que il y a 60 circonscriptions au pays où le vote autochtone pourrait faire la différence s'il participait. C'est beaucoup. Donc, si un parti comme nous qui veut former le prochain gouvernement en 2015, il faut prendre cette dimension-là en considération aussi. Le milieu rural aussi à travers le pays. Beaucoup des conservateurs ont été élus en milieu rural. Il faut comprendre pourquoi. Il y a d'autres dans les banlieues, des grandes villes aussi. Donc, il y a beaucoup de travail à faire pour le prochain chef. Si je vous demandais d'ici 2015 ce que le NPD a à faire de plus important au Canada, est-ce que c'est garder les 100 quelques députés, au moins les faire élire pour un autre thème, ou c'est pour aller en chercher beaucoup plus dans l'Ouest canadien, entre autres, et dans les provinces maritimes? Vous avez beaucoup d'ouvrages à faire. Vous avez 100 quelques députés d'élus, dont 59 au Québec. C'est beaucoup. Comment faire pour garder vos acquis, puis comment faire pour aller en chercher encore plus? Parce que si vous voulez devenir le gouvernement en charge du pays, il y a des grands pas à faire encore. Oui, absolument. Puis on est tous conscients de ça. Le travail qu'on a à faire est très important à cet égard. Vous savez, lors de la première réunion du caucus fédéral que nous avons eue après l'élection de 2 mai l'année passée,
lors de cette première rencontre avec Jack Layton, Jack nous a dit nous sommes le parti de l'opposition, certes, mais on doit aussi être le parti de proposition. Et c'est ce qu'on tâche de faire depuis que nous sommes élus, démontrer que nous sommes capables, oui, de s'opposer à ce qui n'a pas de sens, mais aussi de proposer des choses qui nous estimons plus importants pour les familles canadiennes. C'est ça le travail qu'on doit faire. Et on a 3 ans, c'est pas beaucoup. Hein? Non. Donc, non, parce que les élections sont en octobre 2015 déjà. Ouais. Fait que, est-ce que, si on parle au Québec, est-ce que les gens ont voté pour le bon vieux Jack ou les gens ont voté contre le Bloc ou est-ce que les gens ont voté vraiment pour le NPD à place de voter pour Harper ou de voter pour peu importe les autres partis? Est-ce que vraiment on a voté pour le bon vieux Jack? Pour être juste envers tout le monde, je pense que c'est un mélange de tout ça. C'est pas uniquement pour Jack. Il y a des circonscriptions où les gens ont voté pour la personne. Oui. J'estime que ça a été mon cas. Et je suis d'accord. Et oui. il y a des endroits aussi où les gens se sont dit, parce que par coïncidence, le Bloc fêtait ses 20 ans lors de cette élection-là. Voilà. Et je pense que les gens se sont dit, ah oui, ça fait 20 ans qu'ils sont là, puis il ne s'est rien passé. Ils étaient supposés être là juste une décennie au maximum. Alors, le mélange de tous ces contextes-là a fait en sorte que nous avons eu 59 députés au Québec. Le plan Nord, même si c'est provincial, j'aimerais qu'on en parle, si vous me permettez, M. Saganache. Il fait beaucoup jaser. Il y a des pour, il y a des contre. Quelle est votre position à vous sur le plan Nord? Ce que je défends dans ce contexte-là, c'est que ce soit du développement viable, durable et responsable. C'est ça qui est important. Et responsable surtout. Responsable, oui. Donc, dans ce sens-là, c'est ça qu'il faut défendre dans tout ça. On est en quelque sorte chanceux du côté Bay James et Nunavik, parce qu'il y a un cadre juridique qui s'appelle la Convention de la Baie James qui régit tout le développement dans cette partie du territoire du plan Nord. Donc, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Il y a un processus d'évaluation et d'examen environnemental qui existe, qui est très sévère, dont tout le monde peut participer et qui va déterminer comment le développement se fait dans le Grand Nord. C'est ça. Cette partie-là, donc, je suis moins préoccupé par cette question. L'autre partie, où je suis dans le territoire Côte-Nord, où il n'y a pas d'entente comme la Convention de la Baie James, c'est plus compliqué. Mais au départ, si je me souviens bien, M. Charest avait promis que tout ça va aller se faire dans le respect des traités signés avec les Autochtones ou leurs droits. Droits des Autochtones. Donc, il faut que ça se fasse de cette façon-là. Notre meilleure part contre le développement irresponsable, c'est le respect des droits des Autochtones dans ces territoires-là. Et dans ce sens-là, je pense que ça doit se faire dans le respect non seulement des traités, mais des droits des Autochtones. Est-ce que vous avez peur qu'on balaie les droits des Autochtones? Parce que là, on vise l'argent. Mais c'est ça qui va être important de surveiller parce que quand on regarde la tendance ailleurs au pays, prenons le pipeline qui est censé partir de l'Alberta vers la Colombie-Britannique pour ensuite expédier le tout en Chine, le gouvernement vient d'annoncer qu'ils vont couper court au processus d'évaluation environnementale. Donc, ça ne se dit pas, ça. Je vais suspendre tes droits constitutionnels. Vous, les Autochtones, je vais suspendre vos droits constitutionnels. À 2 ans, vous n'avez plus. Ça ne se fait pas ni en droit constitutionnel, ni en droit de l'environnement. Donc, il faut surveiller vraiment ça. C'est pour ça que je dis que c'est important de suivre les processus, parce que les processus d'évaluation environnementale qui existent un peu partout au pays, incluant dans le nord du Québec, dans le cadre du plan Nord, est là justement pour trouver le juste équilibre entre le développement et les emplois et l'environnement, et les gens qui vivent dans ces milieux-là. Parce que les retombées premières du développement de ressources, c'est les communautés locales. Qu'elles soient autochtones ou non, c'est là que ça va les retomber et ça doit se faire ainsi. Est-ce que le plan Nord, en tant qu'individu, vous
vous en avez peur? Non, pas forcément. Non. Pas forcément. Rendu qu'on respecte les règles données. Oui, oui. C'est ça. Tout ce qui m'inquiète, c'est qu'on vende toutes nos ressources. Vous savez, moi, je suis d'accord avec la souveraineté. La souveraineté sur nos ressources. C'est ça. C'est les Québécois qui doivent déterminer l'avenir de leurs ressources. Oui. Ils ont cette responsabilité, non seulement pour eux, pour leur économie, pour leur territoire, mais également pour les générations à venir. Alors, qu'on assume cette souveraineté sur nos ressources, c'est ça qui est primordial là-dedans. Monsieur Saganesh, vous avez joué un rôle majeur dans les négociations de l'entente historique La Paix des Braves, signée le 7 février 2002. Entre le gouvernement provincial et le Grand Conseil CRI. Est-ce qu'on peut dire que pour vous, c'était une grande victoire? Pour moi, personnellement? Oui. Je pense que oui. Je pense que oui, parce que je suis quelqu'un qui a toujours essayé de construire des ponts entre les Québécois et les CRI, entre le gouvernement du Québec et les CRI, entre Hydro-Québec et les CRI. J'en avais marre de cette bataille juridique et politique que nous avions depuis 30 ans. Ah oui, depuis 30 ans. Donc, et c'est pas pour rien que ça s'appelle La Paix des Braves. Oui, exactement. Donc, dans ce sens-là, j'étais vraiment content qu'on ait réussi à s'entendre là-dessus. Parce que l'autre aspect qu'on semble oublier dans tout ça, c'est que malgré le fait que les CRI composent 50 de la population du territoire de la baie James, nous avions peut-être 2 des emplois dans la foresterie, peut-être 1 des emplois en développement hydroélectrique, peut-être 5 dans le développement des mines. Donc, c'est une exclusion, ça. Moi, je veux une économie inclusive où tout le monde y participe. Et c'était un des objectifs de La Paix des Braves. Et dans ce sens-là, je pense que lorsqu'on considère aujourd'hui tout le développement qu'on a pu observer depuis cette entente dans le territoire de la Belgique, ça va bien. Pourquoi? Parce qu'il y a une entente. Alors, quand il y a des ententes... Elle est respectée aussi. Oui, quand il y a des ententes, ça va bien. Tout le monde est content. Que représente La Paix des Braves face au plan Nord? Elle est importante. Là, elle devient primordiale à ce moment-là. Mais ça représente... ça indique dans un premier temps que le développement qui va se faire dans l'avenir avec le plan Nord va se faire dans un cadre qui s'appelle la Convention de la baie James et La Paix des Braves. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut s'assurer que tout le monde y participe, que tout le monde est partie prenante dans tout ça. Et c'est ça qui est important pour moi. D'autre part, comme je dis, je pense que le principe des retombées premières aillent aux communautés locales, qu'elles soient autochtones ou non, est dans La Paix des Braves. C'est ça, la Paix des Braves est essentiellement une entente de cohabitation, de coexistence entre nous. Donc, il ne devrait pas y avoir de problème si on respecte les ententes données. Voilà. Monsieur Saganesh, on va parler de réconciliation, parce que c'était le thème de votre campagne à la chefferie. Je vais vous nommer des réconciliations, puis je vous demanderai vos commentaires sur celle-ci, avec des réponses courtes, si vous me permettez. Réconciliation entre le Canada et le peuple autochtone. Important, c'est la base même de l'existence du pays. Entre l'Est et l'Ouest du pays. Pendant longtemps, l'Ouest s'est senti exclu du développement du pays à cause du Québec et de l'Ontario principalement. Alors, c'est l'inclusion de l'Ouest dans tout ce paradigme. Entre anglophones et francophones. Crucial. C'est deux des 3 peuples fondateurs de ce pays, donc important qu'on s'entende. Je pense que Tom Mulcair va réussir à joindre les deux. OK. Entre le Canada et le Québec. Encore là, fondamental pour moi parce que trop longtemps, je pense qu'on a exclu les aspirations, je pense, légitimes du Québec au Canada.
entre le développement économique et l'environnement. On en a parlé un peu. Oui, je pense que ça va de soi si on veut s'assurer que nos enfants puissent bénéficier des mêmes richesses que nous. Quel est le principal rôle que devra jouer M. Mulcair en Chambre face à M. Harper? Entre autres, il y a la fameuse question des F-35, là, où Mme Moore a un dossier à peu près épais comme ça, puis qu'elle contrôle très bien ce dossier-là. Ça, c'est un dossier qui n'est pas facile. On commence à comprendre que M. McKay et compagnie, Harper et compagnie, ont transporté la vérité sans précaution, pour ne pas dire mentir, là, sur ce dossier-là. On va en arriver à quoi avec ça, ces fameux F-35-là? Mais je pense qu'il faut les tenir responsables de ce qu'ils font dans ce dossier-là. Parce qu'on parle de 10 milliards là, moi, de j'estime différence. que c'est grave pour la démocratie, c'est grave pour un parti de mentir non seulement en Chambre par rapport à ces questions-là, mais également à la population. On nous a caché des faits qui étaient connus apparemment. Donc, je pense qu'il faut continuer à marteler et poser des questions en Chambre. C'est malheureux que ça s'appelle période de questions parce que c'est rien que ça, il n'y a pas de réponse. Donc, vous n'avez jamais aussi bien dit, M. Saganache, réellement, période de questions. On va délaisser le F-35, le dossier est très, très lourd pour aller avec trois petites questions quand même assez rapides. Le gouverneur général du Canada, 100% de leur salaire à vie, pour ou contre? Je compte. Je pense que dans la mesure où on veut être juste envers tout le monde dans ce pays, je pense qu'il faut reviser cette question-là. Impôts payés maintenant par le gouverneur général, ça, à peu près personne ne savait qu'il n'y avait pas d'impôts à payer, mais ça, tout le monde doit payer ses impôts. D'une part, on lui dit de payer des impôts maintenant, mais on augmente son salaire. Bien, et voilà, exactement. Et voilà, c'est exactement ça. Il va payer ses impôts à partir de 2013, mais par contre, son salaire va être augmenté. Registre des armes à feu. Lourd dossier. Oui, on a débattu longuement de cette question-là en Chambre. Il y a des réalités urbaines par rapport à cette question-là. Oui, la sécurité publique est importante dans l'esprit des Canadiens, mais également il y a des réalités régionales, comme en Abitibi, comme dans le nord du Québec, où les gens sont principalement des chasseurs, aiment la chasse, et les Autochtones ont les droits de mode de vie traditionnel, donc de chasse et de pêche, qui doit se poursuivre. Donc, c'est ce qu'on a voulu comme modulation à la loi pour prendre en considération ces réalités régionales, d'une part. Mais d'autre part, j'estime que la destruction de ce registre sans prendre en considération les demandes des provinces, en particulier le Québec. Parce que le registre, il est là. Oui, oui. Aussi bien s'en servir, il coûte 2 milliards. C'est un outil important pour les policiers. Ça détermine comment ils vont intervenir dans une situation donnée. Monsieur Saganache, merci infiniment de votre présence à cette émission. C'était très intéressant et le public a sûrement très apprécié également. Et je vous félicite pour votre disponibilité et surtout, je vous félicite pour votre honnêteté. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, M. Saganache. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.